L'élection du 45e président des États-Unis ne s'est pas jouée à la loyale. Longtemps, le pouvoir s'est offert à ceux qui savaient convaincre, argumenter, séduire. Mais pas cette fois. Donald Trump a rompu avec toutes les règles du combat démocratique. Il a érigé le mensonge en stratégie politique. Il a été soutenu par un clan qui veut imposer à l'Amérique sa vision réactionnaire du monde. Patiemment, ce camp a tracé son chemin vers le pouvoir et a réussi à influencer le scrutin à l'insu des citoyens. Comment tout cela a-t-il été possible? Comment la démocratie américaine a-t-elle pu laisser faire? Mensonge, dissimulation, manipulation, 3 armes qui expliquent cette impossible victoire. Ce film raconte comment la population américaine a été trompée, au point d'ouvrir à Donald Trump les portes de la Maison-Blanche. All the lies and fake news came from Donald Trump's campaign. I think if Americans knew this was happening, they would be outraged. We just weren't mentally able at that point in time to see that coming. This is democracy taking place in darkness. It's not democracy. They're trying to, take over the government of the United States and destroy it. I will present the facts plainly and honestly. Le principal problème avec les mensonges, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui finit par y croire. Staten Island à New York. Dans cet État majoritairement démocrate, ce faubourg fait figure d'exception. Les gens y ont majoritairement voté pour Donald Trump. C'est ici que vit Scott Lobaido, artiste patriote et surtout, grand soutien du nouveau président. He's unconventional. I am unconventional. I'm a New York City artist, and I've always been an outspoken. I'm selling him for $45 because he's the 45th president. There's a new sheriff in town. In other words, we're gonna clean house. We're gonna kick some fucking ass. Did he need the media to win the fucking election when it was stacked against him? It's always stacked against the Republican, no matter who would have won. The media is like that, and just like the ugly hatred, the obvious hatred. It's like you put on, CNN, and it's like, all right. But I'll flip around and it's like, holy fuck. It's MSNBC and it's like relentless. They can't stand that he beat them because they said he wasn't going to win. Dégoûté par les médias traditionnels, Scott trouve désormais ses informations sur Internet. I'll spend like an hour, like I said, before I go to sleep. I'll have my phone on and, and I'll go from this to that and then, Trump made a speech. I didn't hear it today. Let me hear it now. You know what I mean? And sometimes I don't look like who's giving it. You know what I mean? Comme des millions d'électeurs de Trump, Scott s'est donc mis à croire sans retenue tout ce qu'il voyait passer sur le web. Par exemple, cet article.
Trump croit que des millions de clandestins ont voté illégalement. Ou celui-là. Hillary Clinton a recueilli 800 000 votes illégaux. I'm not saying all 3 million are, but I'm sure a lot of them are. Absolutely. You should not be able to vote if you're not a legal citizen. I'm sorry, but that's how it fucking works. And then they want to change that. Like, no, that's not how it works. Évidemment, tout ça, c'est un mensonge. Les clandestins ne votent pas aux États-Unis. C'est une fausse information. Caractéristique de cette campagne électorale au point que ces faux articles ont désormais un nom générique, les fake news. Elles ont déferlé sur les réseaux sociaux et les pseudo-sites d'information, et même chez certains grands médias. Cela a frisé le délire, et systématiquement c'était en faveur d'un même camp, celui de Donald Trump. Parmi celles qui ont le plus circulé, on retrouve le Pizzagate, un réseau pédophile démocrate soi-disant caché dans une pizzeria de Washington. Les Mexicains, qui seraient tous des meurtriers, des violeurs en puissance, ou encore l'homosexualité qui rendrait carrément débile. Scott est loin d'être le seul à avoir cru à ces mensonges. Ils sont des millions à les avoir gobés. Mais d'où sortent ces fausses informations ? Elles n'apparaissent pas par magie sur nos écrans, bien au contraire. Elles sont fabriquées, patiemment, avec méthode, et elles répondent à des exigences très précises. Nous avons retrouvé un créateur de fake news. Cela n'a pas été simple car en ce moment, il voyage tout le temps. Il a fallu le coincer entre 2 avions dans un hôtel d'Atlanta. Paul Horner, c'est un homme facétieux qui a fait du web son terrain de jeu. Il s'amuse à créer de faux articles de presse pour faire le buzz, attirer du monde et il se rémunère avec la pub en ligne. L'un de ses trucs préférés, c'est d'inventer des personnages délirants qu'il va faire vivre sur la toile. I have a dolphin mascot for a Christian organization, supposedly, called Fappy, the anti-masturbation dolphin. He's in a lot of my stories. He supposedly goes around the country educating children about the dangers and consequences of masturbation. Paul Horner était habitué à ce que ses histoires fassent le buzz. Mais cette année, il a été dépassé par l'ampleur prise par ses blagues de potache. So I wrote, a story about, the Amish in America totally backing, putting their support for him. And the idea of that story was basically, it showed that the Amish had locked up the vote for Donald Trump. And I was trying to get his voters, to not go out and vote. Cet article, le voici. Tout a l'air vrai, à commencer par le faux site copiant ABC News. Mais en y regardant de plus près, on découvre la supercherie. Fausse citation de Trump qui dit que les Amish font le meilleur travail pour pas cher. Et la bio du faux journaliste qui écrit le papier, carrément surréaliste. Il aime passer du temps avec sa femme Anastasia, une Russe commandée par la poste et âgée d'à peine 2 mois. Aucune importance, de nombreux internautes y croient. Et pire encore, d'autres sites reprennent l'information, comme ce blog conservateur. Any of my stories, if you ever read any of this stuff, it's insane. The more you read it, the more it just becomes ridiculous. But the first parts are always super legit, and most people just see a title, they read maybe one sentence, and then they share it with all their thousands of friends on Facebook. Un autre canular de Paul Horner a eu un certain retentissement. Cet article, qui explique que les manifestants anti-Trump sont payés $3 500 par la campagne de Clinton. Cette fois-ci, ce n'est pas un blog conservateur, mais le propre fils du président qui relaie sur Twitter. Finalement, la vérité éclate. Even when I would write at the big bold letters this story is not real, I would do that on some of my major ones, and they would his major alt-right supporters, his right-wing conservative supporters, they would still share his stuff. Le souci, c'est que Paul est loin d'être le seul à produire des mensonges sur Internet. They try to make money and they try to pander to the alt-right and get more support and build their base. And they try to incite violence against Muslims and intolerance and racism.
What they do is completely different than the other, fake news that's out there and other media sources. En effet, comme Paul Horner, certains médias ont fait du mensonge leur ligne éditoriale. Mais eux, ce n'est pas pour rire. Leur but est politique. Ils s'attaquent à l'establishment, à la crédibilité des journalistes, ou plus simplement, ils se sont acharnés sur l'adversaire de Donald Trump, Hillary Clinton. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Breitbart News. Style trash, iconographie racoleuse et informations mensongères. Sur Breitbart, on trouve des articles comme celui-ci. Le féminisme rend-il moche ? Ou celui-là. Préféreriez-vous que vos enfants aient le féminisme ou le cancer ? Autre obsession de Breitbart, c'est l'islam. L'Ouest contre l'islam, c'est la nouvelle guerre froide. Ou encore, le politiquement correct protège la culture du viol des musulmans. C'est vulgaire, misogyne, raciste. Et ça sert une idéologie réactionnaire, l'ADN de Breitbart News. Breitbart is, it's a right-wing media outlet that was founded by the late Andrew Breitbart, a conservative activist and commentator and journalist. Breitbart is a real fringe publication. It's the representative of what they call the alt-right, people who want to take on the status quo of politics, but do so in a very divisive way. They rail against immigrants to this country. They rail against people of Muslim faith. They, use tactics to divide people on the basis of gender, on the basis of race. Au cours de l'année 2016, l'audience de Breitbart a explosé. 45 millions de visiteurs uniques mensuels, plus de 100 millions en octobre et novembre. Breitbart est devenu en quelques mois la principale source d'information de la droite américaine. It's essentially served as an organ for sort of the Trump movement. La vision du monde diffusée par Breitbart, Donald Trump l'a adoptée. Il savait qu'elle allait toucher au cœur son électorat. People wanted to describe the Trump voters as angry. I'm not sure they were angry. I think they were more fearful, worried, concerned, scared about the future. In the spring of 2016, if we looked at the people who were voting in Republican primaries, these people were very concerned about terrorism, very concerned about immigration. They saw the two of them working together as creating a threat, almost an existential threat to the United States. And this was something that was being spoken about by Donald Trump, and not necessarily by other Republican candidates. Tout au long de la campagne, à longueur de tweets, Trump va donc faire avaler au public des énormités en surfant sur leurs angoisses. Tad Devine fait de la politique depuis 40 ans. Pour lui, ce serait une erreur de penser que ces fake news n'ont pas d'impact sur le comportement électoral des Américains. Here's what's happening in our politics. People are consuming information in entirely different ways than we used to. When I started doing presidential campaigns, when Jimmy Carter, was in office, we turned on the news at 6:30 at night and we'd watch 3 networks at once, and that was the way America essentially consumed news. Now there is a constant flood of information, both on television, in the cable environment, and particularly online. That online consumption of information is having a real effect on things, because what's happening is the legitimate media is being supplanted by, this fake news where people get information which sounds like it's real and true, but has no basis in fact. And in fact, much of it is just made up and delivered, by people who are attempting to, affect the outcome in an election by introducing false narrative and information into the flow of information. So, I think it does have a real impact. And, in a close election, that effect can be decisive. Le mensonge devient un argument politique à part entière, une arme de manipulation massive. Vous en doutez ?
PolitiFact est une agence indépendante de vérification des discours politiques, très respectée aux USA. Elle a passé au crible les propos tenus par Donald Trump en 2016 et les a classés comme suit. Il y a le vrai, le quasiment vrai, le demi-vrai, le presque faux, le faux, et une dernière catégorie baptisée Pants on Fire, littéralement le pantalon en feu, en gros du délire. Et le résultat est sidérant. 18% de ces interventions sont du délire total, 33% sont entièrement fausses, 19% sont presque fausses, 15% de ces propos sont à moitié vrais, 11% presque vrais. Vous l'avez calculé vous-même, seuls 4% de ce qu'il a dit est vrai. À titre de comparaison, Hillary Clinton a prononcé 75% de propos presque, à moitié ou totalement vrais durant la campagne. Promu à ce point par le candidat, le mensonge circule en permanence chez ses partisans et de fait, s'auto-alimente. You have to look at our media landscape and how Americans get their news nowadays. Conservatives get their news only from Fox News or alternative sites like Breitbart. So that's the only news they see. And they view what they call the liberal media, the mainstream media, with distrust, and they don't believe the kind of CNN, New York Times, Washington Post. So they are only getting their news, or most of their news, from very slanted sources. And so what Trump will say, Trump picks up his information from those same news sources. These voters hear something, conspiracy theory on Breitbart News or something on Fox. Trump hears it too, says it, and the voter says, I've heard that on the news, and I heard that from President Trump. So he must be telling the truth. They're in a silo, and it's really hard to break that silo. So it's a self-reinforcing cycle of mistruths. Les mensonges ne sont jamais contredits, au contraire, ils sont renforcés. En particulier sur Facebook, la première source d'information de la population américaine. À partir de juillet 2016, l'audience des fake news augmente de manière exponentielle. Au mois de septembre, elle finit par dépasser celle des informations sérieuses sur le réseau social. En clair, il circule plus de mensonges que de vérités sur le web. La presse traditionnelle est balayée, impuissante. There's sort of a way that these campaigns have, traditionally been covered, and that model of campaign coverage was not sort of created with Donald Trump in mind. Trump's disregard for making true statements is something that a lot of reporters have had trouble dealing with because we're not used to it. We're not used to politicians or press people just sort of straight up lying. What they're going to try to do is to use their own wholly owned media, like Breitbart and other, publications and media entities, to deliver their message to their audience, the people who consume these media outlets. They also are going to attempt to delegitimize the mainstream media. The mainstream media is disrupted, and because the mainstream media is disrupted, truth is disrupted. And if truth is disrupted, you can just spread your own version of it. En mentant effrontément tout au long de ses discours, Donald Trump n'a pas seulement trompé ses électeurs. Il a réussi à créer peu à peu sa propre vérité, une version idéalisée de son histoire qui fait de lui un chevalier blanc, prêt à débarrasser l'Amérique de tout ce qui la corrompt. We are going to drain the swamp. Assécher le marigot politique, ce slogan a permis à Trump de se forger une image d'indépendance. Il lui a surtout permis d'occulter la face sombre de sa campagne. Car le candidat républicain n'est pas l'homme seul qu'il prétend être. Il est en fait soutenu dans l'ombre par un réseau ultra puissant qui cherche à tout prix à imposer à l'Amérique ses idées réactionnaires. I know that corruption has reached a level like never ever before in our country.
383 Wilshire Boulevard, une adresse chic de Los Angeles. Cet immeuble anonyme symbolise la mainmise d'un milliardaire sur la campagne de Donald Trump. Derrière ces fenêtres, dans l'appartement numéro 1000 sont établies plusieurs entreprises qu'apparemment rien ne rapproche. La première, c'est Breitbart News, le site internet spécialisé dans les fake news qui roule pour Trump. La deuxième s'appelle Glittering Steel. C'est une petite société de production audiovisuelle. Ces entreprises ont un point commun. Elles sont liées à un homme dont le grand public n'a jamais entendu parler. Un personnage mystérieux qui se cache derrière la victoire de Trump. Son nom, Robert Mercer. Robert Mercer a 71 ans aujourd'hui. Il est le PDG d'un fonds d'investissement, Renaissance Technologies, dont il a gravi les échelons un à un depuis 1993. Carole Cadwalader enquête depuis un an sur cet ingénieur informatique devenu milliardaire. So Robert Mercer he is an absolutely brilliant scientist. He did really pioneering work at IBM in the 60s and in the field of natural language processing, which is the base of AI, basically. And he was there right at the start of it and working out how to do machine translation between languages. So that Google Translate, which we use all the time, that is a descendant of the work that he did. You know, he is without a doubt one of the sort of brilliant computer engineers of his generation. And he was just an ordinary middle-class guy at IBM doing a professional job, and he got an offer from Renaissance Technologies, this hedge fund, to go and work for them, and he did. Au début des années 90, Robert Mercer quitte donc IBM pour rejoindre un fonds d'investissement basé à New York, Renaissance Technologies. Chez eux, il va appliquer ses méthodes de calcul mathématique au cours de bourse des entreprises, afin de prévoir leurs variations. At Renaissance Technologies, he pioneered algorithmic trading, which now is, you know, a massive field, and how much trading is done. Renaissance saw something which still remains a bit secret about how to make profit in markets, but the origin of it is in applying advanced computer techniques to the data without worrying about a theory of where the economy is going or what are the actual meaning of the instruments you're trading. If you're buying wheat futures or if you're buying a car company share, you don't really care that it's a car company or that it's wheat. You just look at the performance of these futures or these stocks. And the key thing was to view this just as a set of numbers. En appliquant ces méthodes mathématiques, Robert Mercer va bouleverser la façon d'investir chez Renaissance Technologies et en faire en 10 ans le fonds le plus rentable du monde. Mercer became very rich at Renaissance because the performance of the fund, which he had his own money in, was extraordinary. I mean, if it goes up 30%, 35% every year, then pretty quickly you become very rich. Robert Mercer est donc devenu très riche. Il est également très secret. Il ne s'exprime quasiment jamais. Sébastien Malabaye est d'ailleurs le seul journaliste à l'avoir rencontré. C'était en 2008, à l'occasion de son livre consacré au hedge fund, Plus riche que Dieu. I did go and see Robert Mercer when I was researching my history of hedge funds, and he struck me as shy. That was the main impression, reserved, not keen to look you in the eye. He'd once said, I think, that he would be perfectly happy to go through life not talking to everybody, not talking to anyone, that he preferred the company of cats to people. And that's a phenomenon with computer scientists, that they relate well to the abstract symbols on their screen.
more maybe than they relate to other people. And not all computer scientists are like that, but he is one who is. Bob Mercer fuirait donc la compagnie des hommes et l'œil des médias. Même Google peine à nous fournir des photos de lui. Il en existe quelques-unes, toujours les mêmes. Et aussi une vidéo de mauvaise qualité, son seul discours public en 2014, lors d'une cérémonie en son honneur. I found out after I decided, sure, I'll accept this award, that I would have to make an oration on some topic or other for an hour. Now, which, by the way, is more than I typically talk in a month. S'il y a une chose que Google veut bien nous montrer de Robert Mercer, c'est sa maison. Il vit reclus dans une somptueuse propriété à l'est de New York où il s'adonne à ses passions surprenantes. Il possède un train électrique d'une valeur de 3 millions de dollars, une flotte de yachts et dispose d'une des plus grandes collections d'armes à feu du pays. Et quand il le peut, il joue au poker à un niveau professionnel. I think he has two qualities that suit him. The first is high intelligence and an ability probably to remember the cards that have been played and so forth. And the second is low emotion, not giving anything away. And those two qualities combined make you a good poker player. Devenu milliardaire, Robert Mercer aurait pu choisir de profiter tranquillement de sa nouvelle fortune. Seulement, l'ancien ingénieur a aussi des convictions politiques assez tranchées. Désormais, il entend bien promouvoir ses idées et même les faire appliquer. Mais pour cela, il faut faire modifier la loi. À l'époque, en 2010, impossible en effet de dépenser autant d'argent qu'on ne le souhaite en politique. La règle américaine est très stricte. Le financement des campagnes électorales est plafonné à 2 700 $ pour les citoyens et à 5 000 pour les entreprises. Pour changer cela, Robert Mercer va donc soutenir un recours devant la Cour suprême, et ce, aux grandes dames de Brendan Fisher, avocat pour le Campaign Legal Center, une ONG qui vérifie la légalité des élections. For many years, corporations were prohibited from spending independently of candidates. But in 2010, with the Citizens United decision, the court struck down a 60-year-old ban on corporations and unions making expenditures independently of candidates, and that gave rise, in large part, to the big spending electoral system that we have today. Les juges vont en fait considérer qu'interdire de financer la politique est une atteinte à la liberté d'expression. What the decision said was that money in politics is free speech. You can come in with unlimited amounts of money, spend it any way you want, and in many cases not have to disclose who you are spending that money. Concrètement, cette décision de la Cour suprême change considérablement les choses. Les candidats peuvent désormais être soutenus par deux types de structures. D'un côté, la campagne officielle, qui organise les meetings, paye les publicités et tracts, et dont le financement reste limité. De l'autre, des comités de soutien qui peuvent récolter et dépenser de l'argent sans aucune limite. Robert Mercer a désormais les coudées franches. And all of a sudden, campaigns, the actual committees controlled by candidates, were no longer the primary spenders in U.S. elections. Instead, these super PACs, funded by a handful of billionaires and multimillionaires, became the dominant force in U.S. elections and in U.S. politics. The political system in America is so broken right now because of the special interest money which floods campaigns. I mean, what happens is when the special interests have an agenda, if you're an oil company, for example, and you'd like to continue, drilling for fossil fuel, or you're a polluter and you want to make sure you can continue to pollute, you go in and you support politicians who believe in your agenda. Politicians who will say, for example, that climate change is not happening because of man-made activities. They will promote that publicly because that protects the special interests who fund their campaigns. Robert Mercer dispose de sa propre structure de financement de la politique, la Mercer Family Foundation.
À sa tête, il a placé sa fille, Rebecca. Mais quelles sont exactement les idées qu'il veut défendre? Difficile à dire, car Robert Mercer n'exprime jamais publiquement ses opinions. You'll never know what's going on in Robert Mercer's brain, so just look therefore at what he's funding. Follow the money that way. And I think that kind of builds up a picture. Faute de savoir ce que pense Robert Mercer, tâchons donc de savoir ce qu'il dépense. Pour cela, nous disposons de documents fiscaux dans lesquels sa fondation déclare à qui elle distribue de l'argent pour les années 2012 à 2015. Mercer finance de multiples instituts et lobbies réactionnaires. Parmi eux, Heritage Foundation, qui combat les impôts et les régulations économiques, $1,5 million. Le Media Research Center, qui lutte contre les biais gauchistes des médias, $12 millions. Le Government Accountability Institute, qui traque la corruption gouvernementale et publie des livres contre Hillary Clinton, près de $4 millions. Le Heartland Institute, qui défend les thèses climato-sceptiques, près de $3 millions. À New York, il a même payé une publicité pour dénoncer la construction d'une mosquée aux abords de Ground Zero. En 2 ans à peine, Robert Mercer devient ainsi l'un des 10 milliardaires les plus influents en politique, selon le Washington Post. Our system is completely corrupted by the special interest money that is flooding into campaigns at every level of politics. Seulement, le milliardaire a beau dépenser de l'argent pour soutenir ses causes, il fait face à une difficulté. Ses idées, jugées trop extrêmes, ne passent pas dans les médias. Pour les imposer, il va donc s'acheter son propre organe de presse. En 2011, le journal en ligne Breitbart News, positionné très à droite, est en grande difficulté financière. Bob Mercer sent l'opportunité. Il rachète Breitbart pour $10 millions. À sa tête, il place son homme de confiance, un homme de l'ombre que l'on retrouve à toutes les étapes de cette enquête. Un certain Stephen Bannon. Stephen Bannon, ancien trader chez Goldman Sachs, il devient producteur à Hollywood à la fin des années 90. Il veut fabriquer des films et des séries pour promouvoir ses idées politiques, des idées ultra-conservatrices. Bannon, c'est un admirateur de Leni Riefenstahl, la cinéaste du Troisième Reich. Son livre de chevet, c'est Le Camp des Saints, obscur roman raciste écrit par le Français Jean Raspail, qui imagine qu'1 million de migrants débarquent dans le sud de la France. Lors d'une conférence, Bannon est présenté à Robert Mercer. C'est le coup de foudre politique entre les deux hommes. Très rapidement, Bannon devient l'éminence grise de Robert Mercer. Mercer and Bannon are very closely associated, and by Mercer associating himself with somebody like Steve Bannon, that may be a clue into Robert Mercer's personal views. En quelques mois, Bannon va faire de Breitbart News une machine de guerre au service des idées réactionnaires. You see that with the Breitbart publications over the course of many years, and with someone like Bannon, who just proclaims this publicly, that they're going to take on these institutions and they're going to try to deconstruct the government of the United States to pursue the agenda that they have, which is to, fundamentally change this nation and turn it into, a place where people experience a level of division that I don't think we've seen since, going back to the Civil War. I mean, these connections are everywhere with these guys. This is what they're deliberately trying to do. They're trying to, take over the government of the United States and destroy it, Robert Mercer a donc construit un réseau d'influence politique et médiatique. Il ne lui manque plus qu'une chose pour promouvoir ses idées, un candidat. 2015, la campagne des primaires républicaines commence. Robert Mercer va jeter son dévolu sur Ted Cruz, le sénateur du Texas, figure de proue de la droite dure américaine. Mercer fonde un comité de soutien pro-Cruz, baptisé Keep the Promise. Il y injecte $13 millions, une somme colossale. Mais malgré tous ses efforts, Robert Mercer n'arrive pas à faire gagner son favori. Ted Cruz est battu par un personnage iconoclaste, investi par les républicains contre toute attente.
Donald Trump. Qu'à cela ne tienne, puisque son poulain est hors jeu, Mercer va changer de cheval. Son comité pro-Cruz se transforme en comité pro-Trump. Son nom, Make America Number One, doté de 15 millions de dollars. Mais Mercer va aller encore plus loin. Il va faire un coup de force et prendre le contrôle de la campagne Trump. Juillet 2016. Un dîner se tient dans un grand hôtel de New York. Il réunit entre autres Rebecca, la fille de Robert Mercer, et Donald Trump en personne. Durant la soirée, Rebecca Mercer est très claire. La campagne de Trump est chaotique et peu professionnelle. S'il veut gagner, il doit tout changer. Elle lui offre une aide financière et médiatique. En contrepartie, elle impose au candidat républicain de remplacer son directeur de campagne par l'homme de confiance de la famille, Stephen Bannon. The chair of Make America Number One, Rebecca Mercer, whose family also funds the super PAC, was able to influence the Trump campaign to hire Stephen Bannon as campaign CEO. À l'issue de ce dîner, tout est joué. Steve Bannon devient directeur de la campagne de Donald Trump. Kellyanne Conway, qui dirigeait le comité de soutien des Mercer pour Cruz, devient numéro 2. David Bossie, un fidèle des Mercer, devient numéro 3. Robert Mercer a réussi son offensive. Ce trio qu'il a mis en place pilote désormais seul la stratégie du candidat républicain. When the Mercers decide to support a candidate, they expect the candidate to be responsive to their needs, both in terms of how the candidate runs their campaign, and also after if the candidate is successful and they are elected as an office holder, it's reasonable to presume that the Mercers expect that the office holder will be responsive to the Mercers' needs as well and their policy preferences. En faisant main basse sur la campagne Trump, Robert Mercer a réussi le coup parfait. Enfin, pas tout à fait. Il a quand même commis une erreur. Voici ce que nous avons découvert en analysant les comptes de campagne officiels de Donald Trump. Chacune de ces lignes correspond à une dépense. Or, pendant les 5 mois qu'il y a passé, aucune trace de rémunération pour Steve Bannon. En revanche, quand on épluche les paiements réalisés par le comité de soutien créé par Robert Mercer, un nom revient à de nombreuses reprises. Glittering Steel, une société de production vidéo. En tout, cette entreprise a reçu en 5 mois 300 000 $ du comité de soutien. Et qui est le patron de cette société ? Steve Bannon, encore lui. Il aurait donc été rémunéré via Glittering Steel pour travailler pour la campagne officielle de Trump. Et ça, ce serait du financement illégal de campagne. C'est aussi la thèse du Campaign Legal Center qui a décidé de porter plainte. Make America Number One a réalisé des contributions cachées et excessives envers la campagne Trump, en rémunérant indirectement Steve Bannon pour des services personnels rendus à la campagne officielle. Steve Bannon risque une amende et surtout des poursuites du ministère de la Justice qui pourraient le mener derrière les barreaux. Bannon was not paid by the Trump campaign throughout the entire 2016 election cycle. The Trump campaign did not report any payments to Stephen Bannon or any firms associated with Stephen Bannon. But during that same period, during the period that Stephen Bannon was working for the Trump campaign, Make America Number One reported hundreds of thousands of dollars of payments to Glittering Steel LLC, which is a movie production company closely associated with Stephen Bannon. It's been described by some observers as a front for Bannon. So we believe, or we think it's possible, that the super PAC Make America Number One was subsidizing Stephen Bannon's work for the Trump campaign by making payments to Bannon through Glittering Steel LLC, this consulting firm / movie production company located in California at the same address as Bannon's own consulting firm. Cette adresse, vous la connaissez. Le 8383 Wilshire Boulevard à Los Angeles,
l'immeuble qui héberge Breitbart News, et donc Glittering Steel. C'est ici que s'est jouée la part sombre de la campagne présidentielle de Donald Trump. Et peut-être même plus encore qu'on ne pourrait le croire. Car le fameux appartement numéro 1000 n'a pas livré tous ses secrets. Il abrite une autre société, la filiale d'une firme anglaise aux méthodes mystérieuses, et qui a permis de manipuler l'opinion américaine. There will be no lies. We will honor the American people with the truth and nothing else. C'est sur les bords de la Tamise qu'une partie de la dernière élection présidentielle américaine s'est jouée. En plein cœur de Londres, le siège d'une firme inconnue du grand public, SCL Group, Strategic Communication Laboratories. Dans ces bureaux, des scientifiques compilent et analysent des milliards d'informations sur les individus afin de mieux les comprendre. Leur objectif ? Déterminer ce qui motive les comportements humains. Tout ça pour les influencer. Strategic Communication Laboratories, c'est une entreprise qui a été fondée il y a 25 ans. Ils ont plusieurs branches, donc une branche militaire, une branche commerciale, donc pour des publicités classiques, une branche élection, une branche analytics. Ce qu'ils font, c'est vraiment de la psychologie. Donc ils essayent d'utiliser la psychologie pour influencer les gens. They specialise in PSYOPs, which is it's a military term, psychological operations. It's a whole discipline. It's an academic subject. It can be used in different ways. En effet, sur son site, la firme laisse peu de place au doute quant aux services qu'elle propose. La planification et l'évaluation de l'influence comportementale est idéale pour nos clients qui désirent utiliser l'influence pour régler un problème. Parmi ses clients, l'OTAN, le ministère de la Défense britannique, la NSA ou le département d'État américain. Pour eux, SCL a par exemple aidé à identifier les leaders d'opinion en Afghanistan afin de faciliter l'intervention américaine. Autre cas, SCL a organisé la communication autour d'une campagne de vaccination au Ghana. Mais l'entreprise peut aller beaucoup plus loin. Derrière cette façade se cachent d'autres pratiques. It's a way of nudging people, that's the word, towards better outcomes for them. But it also can be used to manipulate people without them being aware. And it can and has been used by authoritarian regimes. Derrière ces formules alambiquées, SCL propose clairement des services de manipulation de l'opinion. L'entreprise se vante par exemple d'avoir organisé des manifestations au Nigeria en 2007 pour peser sur les élections. SCL est également intervenu lors d'un scrutin sur l'île de Saint-Vincent aux Caraïbes, d'une façon assez surprenante. SCL Élections a aidé par exemple un candidat à se faire élire en engageant des gens pour aller mettre des graffitis sur les murs et créer un problème avec la jeunesse dans ce pays parce que leur candidat était prêt avec une réponse à ce problème. Donc ils ont vraiment créé un problème de toutes parts pour après le résoudre. Bref, SCL met en place des stratégies d'influence ultra ciblées. Et avec l'avènement du web, grâce aux milliards d'informations qui circulent, ton business va prendre une nouvelle ampleur. And then suddenly, what happened, I think in around 2012, is they discovered data. And they discovered what you could do with data. Pour se positionner sur ce nouveau marché, SCL Group va donc créer une nouvelle filiale aux États-Unis, dénommée Cambridge Analytica. Vers la fin 2013, il y a une société, Cambridge Analytica, qui est fondée au Delaware et qui, par après, est présentée comme une filiale ou un trade name aux États-Unis pour SCL Elections.
Donc c'est vraiment l'idée de se cacher derrière cette autre structure, de se présenter comme les Anglais qui arrivent aux États-Unis, Cambridge Analytica, et qui vont offrir en gros les mêmes services. Pour créer Cambridge Analytica, SCL va s'associer à un milliardaire américain. Pas n'importe lequel. Un mathématicien spécialiste des données informatiques, Robert Mercer. À la vice-présidence de la firme, on retrouve son proche parmi les proches, Steve Bannon. D'emblée, l'objectif est clair. Il s'agit purement et simplement de révolutionner la façon de mener une campagne électorale. Malgré nos multiples demandes d'interview, Cambridge Analytica a toujours refusé de nous recevoir. Alors pour comprendre exactement ce qu'ils font, nous avons fait une chose très simple. Nous avons regardé leurs films de publicité. Political campaigns have changed. They're no longer about running the most TV spots, sending out the most direct mail, or spending the most money. They're about who spends the smartest money. In today's political world, where campaigns are getting more expensive and elections are won by small but crucial numbers of votes, putting the right message in front of the right person at the right moment is more important than ever. This is where Cambridge Analytica and our revolutionary data modeling techniques can help. Dit comme cela, ça paraît très simple de gagner une élection. La réalité est plus complexe et surtout beaucoup plus obscure que Cambridge Analytica ne veut bien le dire. Car dès son installation aux États-Unis, la firme se lance dans une opération inédite. Compiler des millions de données sur la population américaine à son insu. Voici comment. Imaginons que dans cette voiture se trouve Monsieur X. Sans qu'il s'en rende compte et comme tout individu, il laisse traîner sur Internet des milliers d'informations personnelles. Son adresse, son âge, ses revenus, ses hobbies, ses achats, mais aussi sa religion, ou s'il possède ou non une arme à feu. Toutes ces données, Cambridge Analytica va les racheter aux sociétés de crédit, aux banques, à la sécurité sociale, mais aussi aux géants du web comme Facebook, Google ou Twitter. C'est légal, mais personne ne s'en vante. En tout, elle dispose ainsi de 4 à 5 000 informations pour chacun des 230 millions d'adultes vivant aux États-Unis. C'est énorme. Et pour savoir ce qu'elle va en faire, il suffit de regarder la suite de sa publicité. Traditional political campaigns use geography and demographics like age and gender to break down voters into target groups. This can work up to a point, but it misses the important personal details that really drive voter behavior. We combine geographic and demographic information with up to 5,000 data points of national, political, consumer, and lifestyle behavior for every voter in the United States. Then we add a unique extra layer of data about personality, decision-making, and motivation. This creates an unparalleled, rich, and detailed view of voters and the issues they care about, so you know exactly who to target with exactly what type of message. We call this behavioral micro-targeting. Our team of data scientists, psychologists, and campaign experts can show you which individual voters you need to win over in order to secure victory. Non, nous ne sommes pas dans un film d'anticipation. L'idée est bien de faire passer des tests psychologiques aux gens et de croiser les résultats avec les informations que l'on a sur eux. On peut savoir ce qui les motive et ainsi influencer leur vote. Cette technique existe bel et bien. L'un de ses inventeurs enseigne la psychométrie à l'université de Stanford en Californie. Il s'appelle Michal Kosinski. Psychometrics is basically a science of psychological measurement. So basically we have noticed that instead of using questionnaires to ask you about your thoughts, feelings, experiences, and past behavior, such as are you a well-organized person, we can basically look at your digital footprints and see whether you in fact are a well-organized person in the real life. Ces tests qui permettent de déterminer les traits psychologiques des individus s'appellent des tests Océan. Ils mesurent les personnalités selon 5 critères. L'ouverture, la conscience, l'extraversion, l'amabilité et la névrose. Concrètement, cela se passe via des questionnaires a priori anodins que
que l'on peut compléter sur certains sites comme ceux-ci. Quel super-héros êtes-vous? Quel personnage du Magicien d'Oz êtes-vous? Quel film êtes-vous? Michal Kosinski a créé en 2008 le plus célèbre de ces tests sur Facebook, baptisé My Personality, un questionnaire pour en savoir plus sur soi-même. The app became really popular. We had over 6 million people to take the questionnaire, and a large fraction of these people also donated their Facebook profile information to us. And from this information, you can use algorithms to transform this information into very detailed and very accurate intimate profiles. Du coup, Michal Kosinski dispose de la plus grande base de données psychométriques au monde. Une base qu'il peut croiser à loisir avec les profils Facebook des 6 millions de personnes qui ont répondu. De quoi en savoir long sur vous. So basically, you can turn your Facebook likes into an accurate prediction of your political views, religious views, your personality, intelligence, happiness, sexual orientation, or even whether your parents were divorced or not. People often ask me how accurate those algorithms are at predicting our intimate traits. And I think that a great example comes from our recent study where we have compared the accuracy of algorithms with accuracy of other people. So what we did, we took friends and family members of our participants, and we asked these friends and family members to fill in personality questionnaires in the name of our participants. Now, we would provide algorithm with a set of Facebook likes and have it do the same thing. So based on your Facebook likes, try to predict your personality. Et les résultats de cette expérience sont hallucinants. En étudiant 10 de vos likes sur Facebook, l'algorithme vous connaît mieux que vos collègues. Avec 100 likes étudiés, il vous connaît mieux que votre famille. Et avec 230 likes, il vous connaît mieux que votre conjoint. Now, given how many footprints we are leaving every day while using internet and playing with our phones, it basically means that computers can clearly know us better in many ways than even our close family members. Des ordinateurs qui croisent données personnelles et tests psychologiques afin de prédire le comportement des êtres humains? Vous trouvez ça trop gros? Vous allez voir que ce n'est pas le cas. David Carroll est professeur de médias à l'université de Parsons à New York. Il a bataillé des mois pour récupérer les données que Cambridge Analytica possède sur lui. Et il a été sidéré de ce qu'il a découvert. This is the Excel spreadsheet that they provided. It is broken into 3 tabs: core data, election returns, and models. D'un côté, des dizaines d'informations le concernant glanées sur le web par la firme. And then my registered. Now this is all the voter data here, and this is what would normally be public in voter records, but it's all accurate. It has the day I registered to vote. Mm-hmm. It has figured out my birthday, my address, the zip code, down to all of my address. It's connected it to census information. It's connected it to all the different kinds of elections. So U.S. congressional, state senate, state house, state legislative. Then you have some consumer information here, like the designated mark information, and FIPS is another kind of consumer voter code. And when you de l'autre, l'interprétation psychométrique de sa personnalité. Together, that's how you can really zero in and target. The model is my profile, so you can see the different topics were ranked in order of importance, my registered partisanship, my unregistered partisanship. You clearly see who their client was. It didn't measure me as a Democrat or a Republican, just a very unlikely Republican. And you can also see sort of the model itself is in the interest of sort of finding conservative voters, especially conservative voters who might be registered as a Democrat, but are actually going to vote Republican. So being able to go down to the zip code level and then reassociate that to all other election districts allows you to geo-target so precisely, and that's how you're going to move the needle in US elections. I think if Americans knew this was happening and happening internationally,
they would be outraged. Financé par Robert Mercer et dirigé par Steve Bannon, Cambridge Analytica propose tout naturellement ses services au candidat Donald Trump. Pendant plusieurs mois, celui-ci refuse cette offre, mais un événement inattendu de l'autre côté de l'Atlantique va le faire changer d'avis. Total number of votes cast in favour of leave was 82,000. Le 23 juin 2016, au Royaume-Uni, coup de tonnerre. Les Britanniques choisissent par référendum de quitter l'Union européenne. Personne ne s'y attendait. Le camp du Brexit a mené une campagne très offensive sur Internet. Et grâce à qui? Cambridge Analytica. Carol Cadwalader a rencontré Andrew Wigmore, le directeur de la communication du Brexit, pour lui demander quels étaient leurs liens avec la firme psychométrique. So I went out for a coffee with Andy Wigmore, and he was the one who told me that Nigel Farage, the head of UKIP, was good friends with Robert Mercer, with the Mercer family. So, and that sort of was like, oh, well, that was very interesting, because that wasn't in the public domain at that time. And he said that it was the Mercers who had introduced them to Cambridge Analytica and had suggested that they use their services. And Andy Wigmore said, well, you know, we're all part of the same family. You know, they wanted exactly what we wanted. And so it was perfectly, you know, it was friends helping friends. So that's why Cambridge Analytica, we didn't give them any money. They were just happy to help us. À la fin du mois de juin 2016, la collaboration entre Trump et Cambridge Analytica est actée. Le 29 juillet, un premier paiement est envoyé à l'entreprise anglaise. On en retrouve la trace dans les comptes de campagne. En tout, et en 4 fois, ce sont près de 6 millions de dollars qui seront versés à Cambridge Analytica entre juillet et octobre 2016. Dans le même temps, le comité de soutien à Donald Trump financé par Robert Mercer va lui aussi verser 5 millions à Cambridge Analytica. En définitive, la firme anglaise touchera donc 11 millions de dollars pour s'occuper de la campagne Trump. À partir du mois d'août 2016, la machine à gagner les élections de Robert Mercer tourne à plein régime pour le candidat républicain. Reste à trouver la stratégie pour bien l'utiliser dans le cadre de la campagne américaine. Certainly the Trump camp, which includes Cambridge Analytica, saw something in the American electorate that the Clinton campaign and the media certainly did not see. Grâce à la connaissance de l'électorat de Cambridge Analytica, les conseillers de Trump vont imaginer une tactique très ciblée liée à la particularité du mode de scrutin. Aux États-Unis, le président n'est en effet pas élu directement par le peuple, mais par de grands électeurs, désignés dans chacun des 50 États. Tous les États n'ont pas le même nombre de grands électeurs. Il est donc plus important de remporter certains États que d'autres. Le camp Trump pressentait qu'il ne gagnerait pas le scrutin au niveau national. Alors ces stratèges ont décidé de se concentrer sur des États clés. Knowing that they would lose the national popular vote, how do you win? Well, you win by capturing the Electoral College. How do you do that? You try and figure out a way of where you can go to appeal to relatively small numbers of people. He was going to places that a lot of people thought, why is he doing that? He shouldn't be doing that. He should be going someplace else. Well, he didn't. There was a strategy of looking at places that had been thought of as consistently Democratic states. States like Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania, all 3 of which Mr. Trump carried in November. Voilà la stratégie que propose Cambridge Analytica. Non pas tenter de convaincre des millions d'Américains sur tout le territoire de voter Trump, mais plutôt cibler uniquement les quelques dizaines de milliers d'électeurs dont la firme sait, grâce à ses analyses, qu'ils sont chancelants. If you are somebody who's as clever as Robert Mercer, and you're looking, I mean, what he does, algorithmic trading, it's all about finding the tiniest edge
It's that tiny, tiny, tiny edge that you have over your competitors that you can leverage and make a massive difference in. That's how you make shitloads of money. And I think this idea of using data and the potential for manipulation through a platform like Facebook is that can just be enough to give you that edge that then you can exploit through things like fake news and all these other techniques and tactics. Voilà comment les scientifiques de Cambridge Analytica procèdent. Grâce à toutes les informations dont ils disposent sur l'électorat, ils ont défini 32 types de personnalités réparties sur l'ensemble du territoire. Ils vont envoyer des milliers de messages individualisés, en ciblant les personnes jugées les plus névrosées ou inquiètes, et donc les plus susceptibles d'être sensibles aux messages anxiogènes de Donald Trump. La firme en a repéré beaucoup dans 3 États, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. 3 États qu'elle estime pouvoir faire basculer en faveur de Trump. Dans un communiqué de presse, Cambridge Analytica explique d'ailleurs ouvertement sa stratégie. Quand dans les dernières semaines de scrutin, les scientifiques de la firme ont recalculé l'abstention potentielle et du coup recalibré leur modèle pour montrer comment Donald Trump pouvait l'emporter, le candidat républicain s'est rendu plusieurs fois dans les États du Michigan et du Wisconsin. Reste une question sur laquelle la firme anglaise ne s'étend pas. Comment a-t-elle fait pour justement toucher ces fameux électeurs très ciblés? Eh bien, elle l'a fait à leur insu, en utilisant une fonctionnalité méconnue du réseau Facebook, le Dark Post. L'idée, c'est qu'une entreprise ou une page Facebook peut sortir un message pour une population déterminée et que ce message soit seulement visible pour cette population-là. Le message ne va pas apparaître sur la page. Donc, dans un contexte électoral, ça veut dire que des candidats peuvent parler à des individus sur Facebook avec des messages potentiellement négatifs contre l'autre candidat, mais que les journalistes, par exemple, ne sauraient pas que ça se fait, parce que ces messages ne vont pas apparaître de manière publique. Le Dark Post est donc un message hyper personnalisé, qui n'est visible que par la personne à laquelle il est destiné. Concrètement, comment ça se passe? Reprenons Monsieur X. Grâce à Cambridge Analytica, la campagne de Trump sait qu'il est favorable au port des armes à feu. Du coup, elle va imaginer un message juste pour lui. Sais-tu qu'Hillary Clinton veut te piquer ton flingue? Et ce message, il va le recevoir dans son fil d'actualité Facebook, à un horaire précis, défini par ses habitudes et ses empreintes numériques. Personne d'autre que lui n'aura de traces de cette publicité ciblée, qui va disparaître quelques heures après qu'il l'aura vue. There's no record of them. We've got no way of investigating that. You have no idea who saw what. And this is democracy taking place in darkness. It's not democracy. If you're going to have a political debate, have it out in the open, know who's arguing what and who's being told what. And the idea of just sort of like sneakily targeting people with who knows what on their phones and on their computers with anything. I mean, they could have been saying anything. We'll never know because that's gone. Well, it's on Facebook servers, is the interesting thing. But they're not giving it up. Cette offensive numérique sur la campagne s'est concentrée sur les dernières semaines. Et le 8 novembre 2016, contre toute attente, le Wisconsin bascule pour 23 000 voix en faveur de Trump. Le Michigan pour 11 000 et la Pennsylvanie pour 43 000. En tout, ce sont donc 77 000 suffrages dans ces 3 États clés qui donnent la victoire à Trump, alors qu'il a 3 millions de voix de retard sur l'ensemble du territoire. La stratégie Cambridge Analytica a porté ses fruits. But if we look at those states that mattered the most, states like Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, those people who decided in the last week, slightly larger group, slightly larger share of the electorate, and they supported Donald Trump by much wider margins. Margins like 10 points and I think at something like 17 points, and in one case, well over 20 points, the margin between Trump and Clinton among the people who made up their minds in the last week.
we can see that approximately 70,000 voters made the decision for everyone else because they were the ones in the districts that ended up deciding. Ultimately, I think this highlights as well how our electoral college system is a vulnerability, that if software and data allows the most important voters to be easily found, it ends up diminishing the vote of everyone else effectively. Politics and democracy was the next industry to fall. We knew that technology had interrupted newspapers and journalism and music, and it was like, actually, here it is. We've been talking all this time about how great, technology is at disrupting things. It's like, oh yeah, we're looking for the next disruptive technology. And I was like, well, actually, this is technology disrupting politics. And it's not just politics, it's democracy. And Donald Trump is the great disruptor. L'élection de Donald Trump ne s'est pas jouée à la loyale. Jamais un candidat n'avait autant menti aux électeurs. Jamais un candidat n'avait autant usé des technologies de manipulation de l'opinion. Jamais un candidat n'avait autant été soutenu par un clan prêt à tout pour accéder au pouvoir. En quelques mois, Robert Mercer a placé tous ses proches au plus près de Donald Trump. Steve Bannon a été nommé conseiller stratégique du président. Kellyanne Conway a été nommée conseillère en communication. David Bossie est son conseiller de crise. Quant à Rebecca, la fille de Robert Mercer, elle a elle-même géré la mise en place de l'administration Trump, choisissant ses membres les plus importants. Tous ceux qui ont soutenu Donald Trump dans l'ombre sont désormais payés de retour.